Le café que l'on a bu ce matin, le smartphone qu'on a dans la poche, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ce sont des exemples très concrets du commerce international, un sujet qui peut paraître complexe et qui est souvent au cœur de débats passionnés. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les deux grandes écoles qui s'affrontent. Faut-il s'ouvrir au monde ou au contraire s'en protéger? Cette phrase a plus de 15 ans, et pourtant, elle n'a jamais été aussi pertinente. Il suffit de jeter un œil autour de soi, de la nourriture aux vêtements, en passant par nos appareils électroniques. Le commerce mondial, ce n'est pas juste un concept abstrait, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et voilà la grande question, celle qui divise les économistes, les politiques et ceux depuis des siècles. Est-ce qu'il vaut mieux construire des murs pour se protéger ou plutôt des ponts pour échanger? C'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. Ok, première étape, mettons-nous d'accord. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de commerce international? Parce que non, ça ne se résume pas à des containers qui traversent les océans. La définition est assez simple au fond. Il s'agit de tous les échanges entre un pays et le reste du monde. Et c'est devenu absolument fondamental, parce qu'aujourd'hui, aucune économie ne peut vraiment vivre en totale autarcie, c'est-à-dire coupée du monde. Importer des matières premières, des technologies, c'est souvent une nécessité. Et exporter, c'est un moteur essentiel pour la croissance. On arrive au cœur du sujet. D'un côté, il y a la tentation de construire de murs pour se défendre. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme. Le point important à comprendre ici, c'est que le but du protectionnisme, ce n'est pas de supprimer totalement le commerce, mais bien de le limiter. Cette idée s'inspire d'une vieille pensée, la pensée mercantiliste, qui voit le commerce comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un gagnant, il doit forcément y avoir un perdant. Alors, quels sont les arguments en faveur de cette approche? Le plus connu, c'est celui des industries naissantes, une idée de l'économiste Friedrich List. L'image est simple, on protège une jeune industrie, un peu comme une jeune pousse, le temps qu'elle devienne assez forte pour affronter la concurrence mondiale. Un autre argument, avancé par Nicolas Kalgor, c'est de protéger des secteurs plus anciens, plus fragiles, surtout en période de crise. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Moins de concurrence, ça peut aussi vouloir dire moins de motivation à innover pour les entreprises locales. Et surtout, l'impact se ressent directement sur le porte-monnaie, avec des prix plus élevés et moins de choix pour les consommateurs. Sans oublier le risque de déclencher des guerres commerciales où tout le monde riposte. Face aux murs, on trouve donc les ponts. C'est l'autre grande doctrine, celle qui domine la pensée économique depuis plusieurs décennies maintenant, le libre-échange. Là, la philosophie est complètement différente. Le commerce n'est plus vu comme un jeu à somme nulle, mais comme un jeu à somme positive. Autrement dit, l'idée c'est que tout le monde peut y gagner. C'est une vision beaucoup plus optimiste des échanges mondiaux. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Adam Smith a posé les premières bases en 1776 en disant qu'un pays a intérêt à se spécialiser là où il est le meilleur. Puis David Ricardo a poussé le raisonnement encore plus loin avec son concept génial des avantages comparatifs. En gros, il dit que même un pays qui serait moins bon partout a quand même intérêt à se spécialiser là où son désavantage est le plus faible. C'est une idée contre-intuitive mais absolument fondamentale. Les promesses du libre-échange sont vraiment fortes. En se spécialisant, les pays deviennent plus efficaces, ce qui, en théorie, mène à des prix plus bas pour tout le monde. La concurrence mondiale pousse les entreprises à innover, et pour les consommateurs, l'accès aux marchés étrangers offre un choix de produits bien plus vaste. On a donc une opposition quasi philosophique. D'un côté, le protectionnisme, une vision défensive qui se concentre sur la protection des producteurs nationaux. De l'autre, le libre-échange, une vision offensive qui parie sur l'efficacité globale et les bénéfices pour le consommateur. Ce sont vraiment deux logiques, deux mondes qui s'opposent. D'accord, tout ça c'est la théorie. Mais dans la réalité, comment on fait pour y voir clair? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il nous faut des outils de mesure. L'outil principal pour ça, c'est la balance des paiements. Pour faire simple, on peut voir ça comme le relevé de compte d'un pays avec le reste du monde. Ce document retrace absolument tous les flux d'argent entrant et sortant. Prenons un chiffre pour que ce soit plus parlant. Plus 30 000 millions d'euros. C'est un exemple d'excédent commercial. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que ce pays a vendu plus de biens et de services au monde qu'il n'en a acheté. Il a donc un solde positif. À partir de là, on peut calculer d'autres indicateurs très utiles. Ici, le solde est positif, c'est un excédent. Le taux de couverture, 125%, nous dit que les exportations du pays permettent de financer la totalité de ses importations et même plus. Enfin, le degré d'ouverture nous montre à quel point le commerce est important pour l'économie de ce pays. Ensemble, ces chiffres dressent un portrait de la santé économique d'une nation face au monde. Mais attention, ce grand débat entre protectionnisme et libre-échange ne se déroule pas dans une sorte de Far West économique. Non, il y a des règles et il y a des arbitres pour organiser le jeu mondial.
Les pays ont tendance à se regrouper pour faciliter leurs échanges. On peut voir ça comme une sorte d'escalier, avec différents niveaux d'intégration. Ça commence par une simple suppression des droits de douane entre pays membres, et ça peut aller jusqu'à l'étape ultime, partager une monnaie unique, comme c'est le cas pour nous dans la zone euro. Et au-dessus de ces accords régionaux, il y a un grand arbitre mondial, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Créée en 1995, elle regroupe aujourd'hui plus de 160 pays et sa mission principale, c'est de s'assurer que le commerce international soit le plus fluide, prévisible et libre possible. Pour y arriver, l'OMC s'appuie sur quelques principes forts. Le plus célèbre, c'est la clause de la nation la plus favorisée. En clair, ça veut dire qu'un avantage commercial accordé à un pays doit automatiquement être étendu à tous les autres membres. Pas de favoritisme. L'objectif, c'est de créer un terrain de jeu équitable pour tous. Au final, la question n'est peut-être pas de savoir qui a raison entre les partisans du protectionnisme et ceux du libre-échange. Car en réalité, le commerce mondial, quelle que soit sa forme, fait des gagnants, mais il fait aussi des perdants. Et le véritable enjeu, celui qui reste entier, c'est justement de savoir comment gérer ça. Comment faire pour maximiser les bénéfices pour le plus grand nombre, tout en protégeant et en accompagnant ceux qui sont laissés pour compte. La recherche de ce juste équilibre, c'est sans doute le défi permanent du commerce international.